Jean-Maurice, et tout de suite, l'Europe en question. On vient de l'apprendre à l'issue du Conseil des ministres. Le Premier ministre fera une déclaration concernant le projet de loi organique concernant le traité budgétaire européen. Il le fera accompagné, encadré par le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre des Affaires européennes. Jean-Luc Bourlanges, c'est dire la solennité avec laquelle les pouvoirs publics engagent cette question, à une heure où un sondage ce matin, l'IFOP Figaro, montre que les Français, très majoritairement, rejetteraient aujourd'hui le référendum de Maastricht. La méfiance vis-à-vis de l'Europe, elle est contagieuse en ce moment dans les grands pays européens. Et pourtant, une sorte d'embellie, les taux auxquels, par exemple, la Grèce emprunte ont fondu de moitié. Les investisseurs sont plutôt rassurés des dernières décisions, évidemment de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, des déclarations du dirigeant de la Banque Centrale Européenne sur le rachat des dettes souveraines. Bref, on a l'impression qu'il y a une sorte d'accalmie sur le front européen, peut-être trompeuse. Oui, on comprend que les Français soient sceptiques sur Maastricht. L'Europe est devenue... Maastricht n'a pas tenu ses promesses. On n'a pas fait d'union politique. On s'est contenté d'une monnaie unique. Et en réalité, l'Europe est aujourd'hui perçue par les opinions comme une sorte de cadre disciplinaire qui n'est pas très sympathique. Mais en même temps, ce qui est frappant, et je crois que c'est dans cette affaire-là que tout repose, dans cet écart, en même temps, ces Français qui disent qu'ils ne recommenceraient pas si c'était à recommencer, disent en même temps qu'ils ne sont pas pour sortir de l'euro, qu'ils estiment qu'il faut réussir l'euro. Donc la feuille de route n'est pas très facile à établir, mais elle est claire dans son principe. À partir du moment où on a l'euro, il faut aller plus loin et il faut se donner des moyens politiques, et c'est très difficile parce qu'un certain nombre de nos partenaires, notamment la République fédérale d'Allemagne, ils restent réticents à cet égard. Il faut se donner les moyens d'un pilotage actif, rapide, efficace de la politique économique de la zone euro et cesser de faire des politiques économiques une sorte de résultante d'ajustements laborieux entre des politiques nationales qui se regardent en chien de faïence. Christian Blot, les valeurs bancaires sont les grandes gagnantes du climat actuel. Si je fais le compte, Crédit Agricole a doublé de valeur, BNP Paribas on dit de 50%, disons depuis juillet. Toutes les valeurs bancaires sont en quelque sorte à la hausse. Et on a l'impression que cette sorte d'optimisme est presque aussi artificiel et à mon sens aussi incertain qu'était le pessimisme foncier d'il y a encore 15 jours. Effectivement, sur toutes les questions de mouvements boursiers, on voit sur les taux d'intérêt sur la dette publique, sur les valeurs boursières actuellement, il y a des phénomènes de surajustement, c'est-à-dire que quand la crise éclate, quand il y a beaucoup d'incertitudes, ces valeurs-là peuvent chuter fortement parce qu'il y avait une crise bancaire, une crise financière importante. Et aujourd'hui, où il y a un peu de confiance qui est revenue parce que ces banques, on a un peu pérennisé l'idée que finalement la zone euro n'allait pas éclater, tout du moins à court terme ou à moyen terme. Du coup, les banques, elles se trouvent dans une position un peu plus favorable et les marchés réalisent qu'ils avaient peut-être sous-évalué le cours de ces actions et réévaluent leurs ajustements. Pour autant, effectivement, savoir où est le bon niveau, où est la valeur fondamentale, pour parler en termes économiques, reste quelque chose de très incertain. Et c'est pareil sur les taux, sur la dette. Éric Delannoy, on se dit que s'il avait suffi des quelques phrases de Mario Draghi pour provoquer ça, il aurait vraiment mieux fait de les articuler avant. Alors il y a un moment pour le faire quand même, c'est-à-dire que Mario Draghi, le faire trop tôt, c'est risquer de ne pas être efficace. Le faire trop tard, c'est risquer d'avoir une dette une zone euro qui explose. On est en train de payer, en train de vivre et de continuer à vivre une espèce de court-termisme absolu, à la fois dans l'interprétation des événements et dans les décisions qui sont prises. Aujourd'hui, il est clair que la zone euro n'est pas sortie de l'auberge. On a des bonnes décisions qui sont prises. Pourquoi les banques en tirent profit? Simplement parce qu'on vient de leur dire qu'on allait sécuriser leur mode de financement, qu'on allait sécuriser leur capacité à aller chercher de la liquidité, ce qui était le principal sujet. Maintenant, tout reste à faire. C'est-à-dire qu'à la première occasion où on va constater que tel pays n'a pas respecté son déficit public, tel pays n'arrive pas à aller de l'avant sur la reprise de la croissance, les marchés vont tomber. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on laisse du temps au temps, une fois de plus, pour aller vers les vrais sujets, qui est comment on donne un projet à l'Europe et comment on lui donne des perspectives de croissance. Aujourd'hui, ça va dans le bon sens puisqu'on construit une architecture financière qui permet
qui homogénéise un peu. Voilà, qui va dans le sens de l'homogénéisation. Mais ce n'est pas fini. On n'a pas encore parlé de la Grande-Bretagne, qui n'est pas concernée par ce système par le système qui a été annoncé par la Cour de Karlsruhe et qui pourtant détient 60% des transactions financières européennes. Pascal de Lima. Oui, en plus, il faut dire qu'on a enfin une politique monétaire avec la BCE qui va pouvoir finalement avoir son rôle clé, un petit peu comme celui de la Fed, même s'il existe des différences. Donc de rachat, effectivement, de la dette publique, ça c'est important. Il faut le dire, mais non, il faut le faire, mais pas trop le dire. Voilà, que ça ressemble à la Fed, parce que sinon. Voilà, faut pas trop le dire, sinon on se retrouve dans un problème évidemment de légitimité, bien sûr. Voilà. Donc, mais il y a encore des. Il faut le dire un peu quand même. Il faut le dire un peu quand même. Il y a encore des éléments à clarifier, si vous voulez, par rapport à cette BCE, qui est simplement le fait que la BCE va être très étroitement reliée à l'opinion des marchés financiers. Vous savez que ces fameux ajustements possibles à travers le rachat de dette publique sont quand même des ajustements tout à fait conditionnés. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un pacte budgétaire à respecter, mais il y a aussi le fait que les pays en difficulté doivent réintégrer les marchés financiers en se refinançant sur les marchés financiers. Et c'est simplement s'ils n'arrivent pas à cela qu'on arrivera derrière à acheter de la dette publique. Mais donc préalablement, il faut que le Portugal, concrètement, la Grèce, puisse se refinancer sur les marchés financiers. Ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire en réalité que, encore une fois, ce sont les marchés qui drivent un peu le système. Donc il faut qu'on ait absolument rapidement une régulation financière, on insiste beaucoup sur ce thème-là, pour compléter l'efficacité possible des interventions de la BCE. Alors les incertitudes politiques sur l'Europe, il n'y a pas qu'en France qu'on les connaît. Angela Merkel a défendu lundi et aujourd'hui son action dans le cadre de la crise de l'euro dans une conférence de presse et on lui demandait justement, des confrères lui demandaient comment elle gérait ces sentiments anti-allemands qu'elle rencontrait un peu partout en Europe. Et elle dit, en gros, je dis toujours, je ne fais pas ça pour ennuyer les gens, mais parce que je suis fermement convaincu que c'est le seul moyen pour les Européens de maintenir leur prospérité. Et en France, on va voir quand même une période de grands troubles politiques apparaître, parce que la manière dont la porte-parole du gouvernement s'est fait huer à la fête de l'humanité ce week-end par, évidemment, les alliés historiques, on en parlait tout à l'heure, Jean-Luc Bourlange, mais à la fois le parti de gauche, le parti communiste, le Front de gauche, mais aussi l'aile gauche du Parti socialiste vont mener sur la question du traité budgétaire européen une bataille similaire à celle qu'ils ont menée sur le traité constitutionnel. Oui, je crois que, si vous voulez, le problème de François Hollande, il est très clair. On ne peut pas dire que François Hollande n'a pas annoncé la rigueur. On ne peut pas le dire. Quand on regarde ses propos de campagne, on voit qu'il a dit qu'il ferait les efforts nécessaires. Mais en même temps, tout son discours politique, tous les fantasmes qu'il a fait naître, toutes les espérances qu'il a suscitées, c'était de dire « je n'accepterai pas la rigueur sans une relance de la politique de croissance ». Et ça, c'était une blague. Alors, formellement, il peut dire « mais j'ai toujours dit que j'avais fait de la rigueur », mais réellement, il y a tout un ensemble de gens qui avaient voté non, par exemple, au référendum de 2005, et qui sont dit « bah voilà ». On va pas avoir le traité sur la règle d'or, on va avoir une nouvelle donne européenne, Hollande va défier Madame Merkel, et moi j'avais toujours pensé que ce serait pas ainsi, j'avais toujours pensé qu'il ferait comme Sarkozy, qui lui aussi a fait bouger les Allemands. Le problème, vous savez, il y avait un roman de Jean Paulhan, dont le titre est admirable, c'était « Progrès en amour assez lent ». Eh bien, je pense que c'est un peu ça que Merkel, c'est comme ça. C'est un peu ça que nous vivons. Et de ce point de vue-là, Hollande, il est dans la filière dans la suite de Sarkozy. C'est Sarkozy qui avait obtenu de Merkel qu'elle laisse la Banque centrale faire le LTRO, le déversement de liquidités sur les banques à l'automne dernier. Donc, et là, nous avons tout un ensemble de gens qui attendaient à tort une sorte d'inversion de la politique, et c'est évidemment pas le petit pacte de croissance avec l'augmentation du capital de la BEI qui peut tenir lieu de cette relance. Et là, on a un vrai problème, d'autant que Hollande, dans son discours il y a quelques jours, n'a pas présenté les choses d'une façon très dynamique. Il a dit, bon, c'est pendant 2 ans, on va serrer la ceinture, puis après, ça ira mieux. Il n'y avait pas de perspective de construction européenne, et il n'a pas non plus présenté la rigueur comme il faut la présenter, me semble-t-il, c'est-à-dire comme un effort pour
améliorer la productivité publique et privée de l'économie et de la société française. Et là, il faut un grand projet pour mobiliser les gens. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a néanmoins, je pense que dans François Hollande, les erreurs, il les fait en France, il les fait pas tellement en Europe, puisque il a quand même affirmé plus que tout le monde le pacte de croissance. Il est clair que c'est le premier à avoir porté le message pour dire que il fallait arrêter l'austérité. Et aujourd'hui, un des points qu'il faudrait qu'on fasse très attention avec le MES, c'est qu'on porte l'austérité. Une des raisons pour laquelle l'aile gauche va refuser ou refuserait Maastricht ou va s'opposer au mécanisme qui est en train de se mettre en place, c'est parce qu'on est en train de mettre en place une machine à cash à destination des banques, à destination de l'économie, mais au détriment des classes moyennes. On se rend bien compte que les conditions qui vont être imposées par le MES sont des conditions qui vont être extrêmement difficiles à tenir pour les classes moyennes. Et ça, je pense qu'une grande partie de la gauche, voire dans les deux extrêmes, ne l'accepte pas. François Hollande a eu l'intelligence justement de ne pas aller vers une direction unique et de gérer des équilibres extrêmement compliqués sur, oui, il faut un peu de rigueur, mais il faut un pacte de croissance parce que ça n'est qu'en redonnant de l'investissement et finalement qu'en s'endettant qu'on va sortir par le haut de cette crise. Et ça, faut savoir le dire. L'endettement aujourd'hui est un mot qui est interdit. Alors qu'aujourd'hui, on a parlé, vous avez parlé tout à l'heure des agences, des agences nationales. Il y a une gabegie au niveau de l'État qui ne correspond à strictement aucun investissement sur lequel il mériterait de se pencher. Mais il faut aussi qu'on investisse dans les pôles de compétitivité, dans les infrastructures, et qu'on fasse de ce ministère du redressement productif non pas une ambulance, mais quelque chose qui va permettre de créer les conditions de la croissance de demain. Et ça, on en parle peu.